Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Sans que les Français ne s'en rendent compte, on leur a pris, année après année, du moins traité après traité, on leur a pris leur pouvoir dans toute une série de domaines. De telle sorte qu'aujourd'hui, la France n'est plus dirigée par les gens que les Français élisent. Les Français, ils élisent un président de la République, ils élisent des députés, mais ces gens n'ont à peu près pas plus de pouvoir que Mme Claire Chazal lorsqu'elle présentait le journal de TF1, ou bien un commandant de bord qui pilote un Airbus pour faire Paris-New York. C'est-à-dire qu'il est obligé d'aller à New York. Voilà. Nous avons maintenant des traités européens, c'est ça que j'ai découvert au quotidien, qui ligotent la France dans tous les domaines. Alors, ça serait peut-être un peu fastidieux, peut-être là, dans une conversation comme celle-ci, d'égrener la liste des articles des traités, mais quel que soit le domaine d'activité, en matière économique, en matière sociale, en matière monétaire, en matière de diplomatie, en matière militaire, en matière culturelle, en matière migratoire, etc., tout a été verrouillé par les traités européens, de telle sorte qu'actuellement, ceux qui dirigent vraiment la France sont des gens que les Français ne connaissent pas. Ce sont d'abord les commissaires européens à la Commission européenne. Les Français ne savent pas du tout qui c'est. D'ailleurs, ils s'en désintéressent. Deuxièmement, ce sont des responsables qui sont à la Banque centrale européenne à Francfort qui gèrent l'euro. Et troisièmement, eh bien, ce sont les dirigeants américains qui supervisent la manœuvre, notamment dans le cadre de l'OTAN, même si le siège de l'OTAN est à Bruxelles, le poids des États-Unis y est considérable. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle les Français ont ce sentiment extraordinairement désagréable. Ils votent à droite, ils votent à gauche. Et en définitive, ils constatent qu'ils ont la même politique. Pourquoi ? Nous sommes le mouvement politique qui expliquons pourquoi. On explique que c'est parce qu'en fait, les Français votent désormais pour des gens qui n'ont plus de pouvoir, qui sont un petit peu des marionnettes d'un système qui les dépasse. Et nous, ce que nous voulons, c'est rendre aux Français leur liberté. Vous savez ce que ça veut dire, France ? France, c'est le pays des hommes libres. Un Français, c'est un homme libre. Et c'est pas nouveau dans notre histoire, c'est arrivé plusieurs fois dans notre histoire nationale, que les Français aient été dépouillés de leur souveraineté. Derrière ces vitres, 600 experts en économie venus de tout le continent travaillent sans relâche. Leur mission, surveiller les comptes publics des 27 pays d'Europe. Est-ce que vous êtes une espèce de gendarme des finances publiques au niveau européen ? C'est exactement le cas, effectivement. Comme je vous le disais, on vérifie, on s'attache à faire respecter le pacte de stabilité et de croissance et notre but ici, c'est de faire en sorte qu'il soit bien suivi par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Français, spécialiste des statistiques, Salvatore Serravalle travaillait auparavant au ministère des Finances à Paris. Détaché à Bruxelles, il obéit maintenant aux autorités européennes. Sa tâche, veiller à ce que les 27 États membres, dont la France, respectent la règle d'or. Le déficit public ne doit pas dépasser 3% du budget national. Nous, on vérifie que ces critères sont bien respectés et s'ils ne sont pas, on met en place certains mécanismes visant à ramener les États membres dans les clous du pacte. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ce n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros, à peu près. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Philipponnet, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie.
Il y a un travail qui est plus au jour le jour, qui est un travail de surveillance en fait. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, une orientation, très souvent les dirigeants européens veulent soit se prononcer, ont des rencontres très régulières avec les autorités françaises, et donc ils nous consultent pour qu'on puisse leur donner notre vision des développements récents ou des politiques qui sont prises. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Almunia fait la leçon à Bruno Le Roux. C'est un texte qui est un peu plus long. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait cinq recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Philipponnet, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. Les choses se passent, c'est que les responsables politiques, j'en ai fréquenté un certain nombre, ils agissent dans le cadre précontrait qui est celui qui leur a été fixé, notamment par les traités européens. Alors ils sont entre le marteau et l'enclume. Pour se faire élire à la présidence de la République, il faut évidemment promettre aux Français ce que les Français souhaitent. Donc ils promettent de lutter contre les délocalisations, de lutter contre le chômage, de rendre à la France son rayonnement, d'avoir une diplomatie indépendante, etc., etc., de développer, de réindustrialiser la France. Tout ça, c'est ce qu'ils font comme promesse, parce que c'est ce que le peuple attend. Sauf que, comme ils n'avouent pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en réalité, la désindustrialisation, les délocalisations, la montée continuelle du chômage, l'alignement total sur les États-Unis d'Amérique, le fait que nous sommes entraînés vers des conflits avec le monde arabo-musulman, avec la Russie, tout ceci découle des traités européens et de notre assujettissement à l'Union européenne et à l'euro. Or, justement, ils n'ont pas le courage de dire stop et de dire il faut en sortir. Donc nous, ce que nous apportons, c'est qu'on dit effectivement, les hommes politiques, il faut presque les prendre en compassion. Ils mentent aux Français. Nous avons choisi de dire la vérité. Il faut commencer par sortir de cette prison des peuples. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au fond de ça, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là. Je me suis rendu compte que tout le monde en France propose une autre Europe. Le Front National propose une Europe des nations, une Europe des patries. L'UMP, aux dernières nouvelles, a fait sa campagne en disant pour une Europe qui marche. Le Parti socialiste faisait campagne pour une Europe sociale. ELV pour une Europe écologique. Le Front de gauche et l'extrême gauche pour une Europe des travailleurs. Donc chacun a son projet. Alors déjà, la première chose assez pittoresque, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre Français sur l'Europe qu'ils veulent. Déjà, entre Français, on ne sait même pas l'Europe qu'on veut entre Français.
Et ils prétendent par ailleurs que l'ensemble des pays d'Europe vont être d'accord avec leur projet. Plus exactement, d'ailleurs, ils ne le prétendent pas. C'est là où il y a une vraie manipulation de l'opinion publique, c'est qu'au moment des élections européennes, par exemple, vous avez des gens qui proposent des listes en disant, ben voilà, une Europe des patries, une Europe ceci, une Europe cela, une Europe écologique, une Europe sociale. Mais il n'y a aucune liste qui dit aux Français, si on veut changer d'Europe, il faut changer les traités. Or, les traités se changent à l'unanimité. Un État peut faire échouer une modification. Donc, quand on propose une Europe sociale, ou une Europe écolo, ou une Europe ceci, ou une Europe des travailleurs, c'est pas aux Français qu'il faut aller le dire. Il faut d'abord que les partis politiques aillent voir les 27 autres États et peuples, et proposent donc le même projet avec les 27 autres États et peuples en disant, voilà, nous avons 27 partis frères dans les 27 autres, pas 22, hein, pas 24, 27, plus la France, puisque ça doit être à l'unanimité. Il faut donc que tous les autres États, dans tous les autres États, il y ait un parti qui propose exactement la même chose. Moi, j'ai besoin d'une monnaie européenne pour la raison suivante. Vous venez de dire vous-même, il faut en finir avec la mise en concurrence des travailleurs, la mise en concurrence déloyale. C'est bien ça que vous dites. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai besoin d'une monnaie européenne. Pourquoi ? Parce que je veux un SMIC européen. Pour avoir une Europe version Mélenchon, c'est comme les bandits manchots. Vous savez, dans les casinos, quand vous avez le jackpot, vous tirez. Pour avoir le jackpot, il faut que vous ayez, mettons, je crois qu'il y a 4 fenêtres, ou 5 fenêtres. Il faut que vous ayez les 4 fenêtres ou les 5 fenêtres d'un coup qui tombent sur jackpot. Et là, vous savez que ça n'arrive presque jamais. Mais là, c'est pas 4 ou 5 fenêtres, là, c'est 28 fenêtres. Il faut que quand vous faites le bandit manchot, vous ayez les 28 fenêtres qui donnent Europe Mélenchon. Si la probabilité pour chaque truc qui tourne est de 15% d'arriver, ce qui est très très élevé, eh bien faites un calcul statistique, c'est ce que j'ai fait, j'ai présenté ça dans l'école, les étudiants de Polytechnique qui n'ont rien trouvé à redire, puisque le raisonnement mathématique est le bon, ça fait 0,15 à la puissance 28, ce qui fait 0,000000000 une probabilité tellement infinitésimale que la probabilité, qu'elle puisse arriver, c'est 1 seconde tous les 37 trillions d'années, tous les 37 milliards d'années. Autrement dit, jamais. Alors on touche ici du doigt quelque chose qui est vraiment absolument décisif. C'est que la probabilité de changer l'Europe est nulle. Et donc l'idée que l'on puisse changer d'Europe est une idée qui est a priori de bon sens, sympathique, mais quand vous regardez la réalité de la dynamique, quand vous comprenez que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle est le fruit, la résultante de négociations terrifiantes, où on a allé au clash 50 000 fois, et donc ce sont des compromis sur lesquels plus personne ne veut revenir. Plus personne ne veut revenir. L'idée de faire par exemple une Europe qui protégerait les services publics à la française, il y a une majorité de Français qui sont d'accord, mais jamais vous n'aurez l'accord des Luxembourgeois, jamais vous n'aurez l'accord des Britanniques ou des Néerlandais, jamais, jamais. Donc, ce qui est fait maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà, c'est la raison, et ce calcul statistique, je crois, est parlant. Effectivement, vous ne pouvez pas avoir d'autre Europe. Moi, je commence par dire, la France est la 2e puissance du continent économique et la première population dans 15 ans. On ne fait pas l'Europe sans nous. Nous n'avons pas à marcher le bonnet à la main chaque fois que Mme Merkel et les conservateurs allemands nous convoquent pour nous faire avaler leur politique qui correspond à leurs intérêts nationaux. Je dis donc clairement que si l'on n'entend pas ce que dit la voix de la France, nous disposons du moyen de passer outre. Ce que les Français ne savent pas, c'est qu'on n'a pas le droit de s'opposer à ces directives, puisque nous avons accepté un traité. Un traité, c'est pas un torchon. Un traité, c'est quelque chose de sérieux, c'est comme un contrat. Si d'aventure on refuse de mettre en œuvre les directives européennes et les clauses du contrat, il faut savoir qu'il y a un coup de bâton qui nous attend. Il nous est déjà arrivé. C'est que la Commission européenne, en vertu des traités européens, doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg pour violation des traités.
Et à ce moment-là, la Cour de justice, ce sont des magistrats européens qui regardent les traités à la loupe, qui regardent les directives et qui demandent ensuite des comptes à la France, mais c'est vrai aussi au Luxembourg, à l'Italie, à la Grèce, à Chypre, à la Finlande, et qui leur disent « Bon, est-ce que vous avez appliqué ? Montrez-nous ». Et si effectivement les juges constatent qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, à ce moment-là, ils nous mettent des injonctions de faire, des obligations de faire, avec des astreintes financières. C'est arrivé sur l'affaire des OGM, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait la France avait l'obligation d'introduire les OGM venant de Bruxelles, et elle ne le faisait pas. Parce que les députés ne voulaient pas voter à l'Assemblée. Vous voyez ? Donc on est resté dans cette situation. C'est votre exemple. C'est ce que M. Mélenchon appellerait désobéir aux directives. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que là, au bout de plusieurs mois, la Commission européenne, finissant par avoir la moutarde du montant au nez, comme elle en a l'obligation par les traités, elle a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, qui a examiné l'affaire, et la Cour de justice a condamné la France à introduire immédiatement les OGM en France, sauf, et si elle ne le faisait pas, il y avait une astreinte qui était de 163 000 € par jour de retard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tous les jours, la France était taxée de 163 000 €. Alors, je vois d'ici des gens qui vont dire « Et alors, et si on n'obéit pas à ça ?» Ah oui, on peut aussi ne pas obéir à ça. Mais si on n'obéit pas à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on viole les traités. Ça veut dire qu'on crée une situation de conflit général en Europe. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Il se passera qu'on sera dans une situation de blocage, et que l'on ne pourra pas changer les traités. Je rappelle que les traités sont des traités qui ne peuvent se changer qu'à l'unanimité. Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France sera sommée par les autres États d'appliquer le traité. La seule conclusion d'une telle partie de bras de fer, ce serait soit que l'on accepte la corde au cou de revenir avec les autres, soit qu'on en sorte de l'Union européenne. Mais on en sortirait à ce moment-là dans les pires conditions, mais on serait mis à dos tous les autres. Ce que nous proposons, nous disons, mais il y a un article dans le traité de l'Union européenne, le TUE, qui s'appelle l'article 50, qui prévoit justement comment on peut sortir posément, gentiment, sereinement de l'Union européenne, parce que le traité prévoit une clause de sortie, c'est d'ailleurs une obligation pour tous les traités internationaux. Donc pourquoi ne pas faire ce qui est prévu par les traités ? Pourquoi avoir une approche conflictuelle qui ne pourrait mener qu'à une explosion générale et à des conflits majeurs avec les autres ? S'agissant des grandes questions économiques et monétaires, nous sommes encore plus sous le carcan des autres. Là, j'allais dire, j'enfonce des portes ouvertes. La plupart des gens maintenant ont commencé à comprendre comment ça se passe. Pour tenter de rendre viable l'euro, nous avons des injonctions, non seulement d'ailleurs venues de la Commission européenne, mais également de la Banque centrale européenne et aussi du Fonds monétaire international, dans le cadre de ce qu'ils appellent la Troïka, où on a renforcé encore les contraintes de coordination économique. Voilà. On a appris il y a le 26 septembre, M. Moscovici est arrivé comme un bambin à la Commission européenne. Il a été reçu par le commissaire européen, M. Olli Rehn. On doit envoyer notre copie budgétaire à Bruxelles. Oui, tout à fait. En fait, vous savez, il s'agit d'une nouvelle procédure de surveillance. Dans quelques jours, en effet, Paris va envoyer à Bruxelles sa copie budgétaire pour avis. Et ensuite, eh bien, les experts européens vont examiner la trajectoire, les grands équilibres de ce budget. Est-ce que la réduction dite historique des dépenses est au rendez-vous ? Et puis, ils donneront soit un feu vert, soit un feu clignotant. Alors bien sûr, Bruxelles ne peut pas déchirer notre copie, mais peut tout de même nous demander de la revoir. La France a présenté sa copie budgétaire pour essayer d'obtenir, et le journal Le Figaro a titré « La France obtient un bon point ». Enfin, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Désormais, c'est un Gus, M. Olli Rehn, qui est finlandais de nationalité, qui a été formé dans le Minnesota à Saint-Paul, puis ensuite qui a été diplômé de l'université de Berkeley en Californie. Ce monsieur n'a été élu par absolument personne, ni en Finlande et a fortiori en France. Et c'est ce monsieur qui vient nous dire si notre budget lui convient. Bon. Alors, en vertu
de ça, vous avez, c'est pas seulement la France, vous voyez bien ce qui se passe en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, les injonctions de tailler dans les dépenses sociales, de revenir sur les acquis sociaux, de brader les services publics, etc. Donc il est absolument impossible en France de prétendre d'avoir un programme politique sur le thème « je vais faire baisser le chômage, je vais relancer l'industrie, etc. » sans sortir de l'Union européenne. Sinon, excusez-moi, mais c'est se moquer du monde. Nous n'avons plus aucune manette. Donc toutes les manettes sont les grandes manettes stratégiques, j'entends. Donc on a encore des petites manettes, par exemple, on va pouvoir éventuellement abolir une niche fiscale, n'est-ce pas, sur, l'investissement dans les monuments historiques. Ça, mais ça, ce sont des choses. C'est des choses de second ordre, ce sont des choses petites. On va pouvoir modifier éventuellement le niveau du SMIC. Mais les grandes données stratégiques en matière économique, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt, la politique de relance, la politique de dépenses publiques, la politique d'équilibre ou de déficit budgétaire, etc., tout ceci est entièrement maintenant volé aux Français comme aux autres peuples et donné à une oligarchie qui est irresponsable politiquement. La conclusion, c'est que l'Europe est irréformable, elle ne peut être que comme elle est. Et il y a donc deux conclusions. Soit on y est, et donc on accepte la suite des événements, en ayant compris que maintenant tout nous échappe, soit on se redresse et on dit non, c'est pas possible, et on en sort.